Bonjour et bienvenue à notre communication orale finale dans le cadre du cours Communication publique. Je me nomme Pétula Bernier, étudiante en sciences de la nature. Et je me nomme Thomas Moreau, étudiant en Trempe-Évêque, et nous sommes tous les deux étudiants au Cégep de la Pocatière. Tout d'abord, quand je vous dis 3 fois par jour, 21 fois par semaine 91 fois par mois et 1092 fois par année. Qu'est-ce que cela vous dit? Au sexe! Non, madame. Cela, ça veut dire plutôt le nombre de fois que l'on mange, que ce soit par jour, par mois, par année. Et ça, sans compter les petites collations. Ne croyez pas que les produits que vous consommez et qu'ils se retrouvent sur les tablettes des supermarchés sont retrouvés tels quels dans la nature. Non, non, non. Ah. Il faut plutôt passer par des procédés de transformation où l'on doit tout d'abord connaître la science derrière les aliments pour contrôler le résultat final. Effectivement, Pétula, la science qui se cache derrière les aliments est vraiment méconnue des consommateurs. Ce sujet inexploré devrait être davantage étudié et connu de tous, car elle occupe une place vraiment importante dans nos vies quotidiennes de chacun d'entre nous. D'ailleurs, notre équipe, c'est-à-dire Pétula et moi, on s'est posé la question concernant la science qui se cache derrière les aliments et qu'est-ce qui emmènerait les aliments que l'on retrouve sur les tablettes disponibles, pour en faire un sujet à vulgariser. Tout à fait. Afin de mieux vulgariser ce thème, nous allons tout d'abord aborder le sujet tel que durant l'existence de l'être humain sur la Terre, l'évolution des aliments, comment ça s'est passé. Par la suite, la présence d'agents de conservation, mais avant, on va parler des propriétés des aliments. Par la suite, comme je vous l'ai dit, la présence d'agents de conservation, des microbes dans nos aliments, et puis finalement, nous allons aborder le thème de la gastronomie moléculaire. Mais avant tout, Pétula, commençons avec l'évolution des aliments, et plus précisément avant. Donc, l'acquisition des aliments et leur consommation. Donc, 7 millions d'années, à environ jusqu'à 500 000 ans avant Jésus-Christ, l'acquisition des aliments était vraiment un défi. Comme ils étaient capables de se tenir debout, les gens qu'on parle, ils étaient donc capables de grimper aux arbres pour se procurer leur nourriture. Leur consommation se limitait donc à des fruits, des plantes, aussi des racines et des tubercules. De plus, comme la chasse était quelque chose de méconnu, des hominidés qu'on appelle, c'est plutôt les prédateurs qui attaquaient et venaient tuer les animaux, et les hominidés venaient les manger dans ce cas-là. Et c'est comme ça qu'ils étaient capables de se procurer la viande. On peut donc les comparer aux hyènes et aux lions, les hyènes qui mangeaient le reste que les lions ont laissé. Et par contre, ils ont commencé à chasser le petit gibier ou encore des insectes. Passant par une époque où l'homme était devenu carnivore et un homme omnivore, l'adaptation de leur alimentation était vraiment connectée aux ressources à leur proximité. D'ailleurs, c'est avec la création de nouveaux produits, de nouveaux aliments plutôt, qui sont dus aux nouvelles techniques de transformation. C'est grâce à ça qu'ils ont su diversifier l'alimentation de l'homme. C'est rendu donc avec la domestication du feu que l'homme a su perfectionner ses méthodes de chasse. Ils deviennent de gros mangeurs de viande et continuèrent aussi à manger des fruits, donc ils étaient aussi omnivores. Et la sédentarisation de l'Homo sapiens plutôt a été emmenée par l'agriculture vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. La culture des céréales aussi et des principaux animaux de rente sont inventés et entretenus par l'homme, ce qui a créé l'émergence des céréales et du lait dans l'alimentation de l'homme, au détriment de la viande. Plus le temps avance, plus les compétences se compilent, et ici, c'est grâce à ça que les nouveaux aliments sont créés. Par exemple, si on pense à l'apparition des produits boulangers qui viennent combler l'alimentation, mais on peut aussi penser aux légumes qui sont intégrés à d'autres plats, et c'est grâce à ça que la cuisine se diversifie. Maintenant, parlons d'aujourd'hui. Quand je vais parler d'aujourd'hui, je parle des années 1800 à aujourd'hui. Tout d'abord, parlons de l'acquisition des aliments. Depuis plusieurs années, les commerces se concentrent dans les ventes de produits alimentaires diversifiés. Nous n'avons plus besoin d'aller chez les agriculteurs ou de cultiver nous-mêmes les produits ou aller dans les marchés du village pour acquérir nos propres alimentations. Nos aliments, pas les alimentations, non.
Merci Thomas. Aujourd'hui, il existe encore des marchés comme le marché Jean Talon, où l'on fait plusieurs kiosques pour pouvoir avoir des produits locaux et frais. Il y a également des supermarchés qui sont spécialisés en aliments d'origine internationale. Par exemple, les épiceries chinoises ou thaïlandaises. Il y a des supermarchés également qui sont un vaste étendue de surface et de produits alimentaires pour ne pas avoir besoin de faire une quinzaine de commerçants pour avoir un panier bien garni. Il y a des marchés qui sont limités en leur spécialisation et d'autres non, mais qui répondent toutefois à des besoins de base des consommateurs. Par exemple, les dépanneurs. Maintenant, avec les avancées technologiques des transports et de la communication, nous avons accès à des produits aux quatre coins du monde. De plus, peu de personnes sont autosuffisants à leur alimentation. En ce sens, peu de personnes vont faire de l'élevage d'animaux ou de culture de végétaux dans leur domestique parce qu'ils ont un emploi. Ils vont donc délaisser cette tâche ardue à d'autres personnes et ainsi, ils vont déléguer cette tâche, comme je vous ai dit, qui est quand même assez ardue et qui demande beaucoup de temps, à des personnes qui vont créer ainsi de nouveaux emplois et de l'élevage intensif. Finalement, le manque d'expertise aurait limité la diversité des produits que l'on consomme aujourd'hui. Par exemple, boisson gazeuse. Pas dans le temps que vous auriez fait une petite boisson gazeuse pour vous attirer l'été. Non! Maintenant, passons aux techniques de transformation des aliments. Depuis le 19e siècle, les techniques de transformation des aliments ne cessent de progresser. De la pasteurisation à la nanocapsule, les techniques viennent préserver la qualité des aliments. La durabilité autant sur le plan alimentaire que sur le plan écologique et la conservation en tant que telle des aliments. Les consommateurs sont la première source de pression sur le marché. On peut facilement comparer à aujourd'hui. Par exemple, je veux aller m'acheter un produit prêt à manger parce que je suis pressée de vouloir manger. Donc, je vais choisir un restaurant rapide. Par exemple, on ne va pas donner d'exemple, hein? On ne donne pas d'exemple. Ici, non. McDonald's. Par la suite, les consommateurs sont la première source de pression, comme vous avez pu remarquer dans mon exemple. Les industries essaient de répondre aux besoins des individus pour augmenter leurs profits selon les facteurs de préférence des consommateurs. Par exemple, du point de vue démographique, une population vieillissante, eh bien, on va faire des patates pilées. Pourquoi? Parce que les petits vieux n'ont pas de dents. Donc, c'est plus facile pour eux de manger des patates pilées. C'est bien connu. Du point de vue de la commodité, comme je vous ai dit tout à l'heure, les plats à manger. Si on est pressé, on va essayer de faire des plats prêts à manger pour avancer le rythme de l'alimentation, à vrai dire. De plus, la pression du marché vient accroître les aliments également innovateurs, qui apportent aux consommateurs des aliments au profit nutritif amélioré, des ingrédients de substitution, des ingrédients à valeur ajoutée ou à l'additif alimentaire. En ce sens, on peut, par exemple, dans un pain avec du gluten fait à partir de blé, on va enlever le gluten, qui veut dire le blé, pour le remplacer par du sarrasin, par exemple, qui est sans gluten. Au niveau de la conservation, plus précisément, plusieurs techniques se sont ajoutées durant les 2 siècles précédents. Nous sommes passés de l'huile, le fumage, le sel, la graisse, le sucre, ou encore dans l'alcool, à la conservation des aliments par capsulation, par emballage, des agents de conservation et aussi des inventions telles que le congélateur ou réfrigérateur. Maintenant, parlons de la consommation alimentaire aujourd'hui. Encore aujourd'hui, l'homme est omnivore, comme Thomas nous a dit un peu tout à l'heure, nous a glissé un petit mot. Toutefois, plusieurs tendances ont mené à certains individus à devenir végétariens, végétaliens ou autres encore. Depuis 1960, les ménages consacrés à l'alimentation est réduite de leurs dépenses de consommation. Par exemple, j'ai des statistiques pour vous. 20% en 2014 contre 35% en 1960, excusez-la. En 50 ans, la consommation alimentaire par habitant a malgré tout augmenté.
augmenter régulièrement en volume, mais moins rapidement qu'en l'ensemble de la consommation. La composition du panier alimentaire s'est par ailleurs modifiée. La viande, les fruits, les légumes, les pains, les céréales et les boissons alcoolisées progressent moins vite que les autres produits alimentaires. Ils cèdent notamment du terrain aux produits transformés et aux plats préparés. La hausse du pouvoir d'achat des ménages, l'évolution contrastée du prix des différents produits et la baisse de temps consacré à la cuisine contribuent beaucoup à la modification des pratiques alimentaires. On peut tout simplement le comparer dans nos vies. Nous savons que nous sommes plus attirés par des plats préparés à place de cuisiner nous-mêmes. Donc maintenant, passons aux éléments à venir, dans notre futur. Futur proche, futur assez loin, on ne le sait pas. Donc, premièrement, des mets hautement élaborés destinés aux sportifs ou bien aux personnes souffrant de diverses pathologies vont faire leur apparition. Parallèlement, il s'effectuera un retour vers les produits du terroir dont la qualité nutritionnelle est vraiment valorisée. À l'échelle mondiale, l'homogénéisation se poursuit avec une consommation accrue de produits, de produits laitiers, carnés dans les pays en développement. D'ailleurs, des crises alimentaires auront cependant toujours lieu. À cause de quoi? C'est vraiment à cause des changements climatiques et de la spéculation sur les matières premières agricoles. Donc, les humains du futur seront plus soucieux de diététique, ayant compris l'importance d'un bon équilibre alimentaire, on peut dire. Dans ce sens, nous pouvons constater l'augmentation des nutritionnistes au Québec. Oui, donc d'ailleurs, d'ici 2021, près de 500 000 employés quitteront le réseau de la retraite, pour la retraite à vrai dire, pour en embaucher 110 000, le nombre d'embauches prévues pour la même période, selon Statistique Canada. Donc, si on fait la différence, 60 000 nutritionnistes seront de plus sur le marché du travail, selon Avenir Québec. De plus, la société plus axée sur l'écologie, il n'est pas surprenant de constater une diminution de l'empreinte écologique puisque les choix alimentaires seront plus axés sur la sensibilisation de la santé de la Terre. Par exemple, la consommation de la farine d'insectes serait bénéfique à notre empreinte écologique. On peut déjà voir la tendance au Québec où que la vogue incite aux personnes à consommer soit des insectes ou la farine d'insectes. Par la suite, à vrai dire, je peux vous donner tout d'abord un exemple. Les grillons, nous obtenons le double de protéines que versus un morceau de viande, que ce soit bovine ou ce que vous voulez. Or, s'il faut moins une grande quantité de grillons pour nous rassasier, en plus, avec 10 kg de végétaux, nous pouvons... Voudrais-tu en manger de la farine d'insectes? Non. OK. Non. Chacun ses goûts. En plus, on va en parler du goût tantôt. Fait que t'écouteras. Oh ouais. En plus, avec 10 kg de végétaux, nous pouvons soit obtenir 1 kg de viande ou soit 6 kg d'insectes. Donc, on peut voir que l'empreinte écologique serait vraiment... comment dire? Mis en valeur. Serait favorisé. Oui, favorisé. Merci, Thomas. Ce qui concerne les technologies du futur, on peut s'inspirer de la nouvelle invention telle que l'imprimante 3D alimentaire qui permettrait d'imprimer notre nourriture, une façon de manger où qu'on veut, quand qu'on veut. Effectivement. Quelque chose de futuriste. Futuriste. Tout à fait. Et maintenant, passons aux propriétés des aliments. Je vais tout d'abord aborder l'odeur. Pour les personnes dans l'auditoire, vous n'allez pas avoir affaire à un test d'odeur, mais par contre, pour les personnes qui vont assister sur YouTube, qui nous écouteront, vous allez observer un petit test que nous allons faire du test d'odeur. Je vous invite donc à l'auditoire d'aller le voir sur YouTube. La voici. Test numéro 1, l'odeur. Je demande aux participants de fermer leurs yeux. Je vais faire circuler un aliment pour que vous allez sentir. Sentez, monsieur. Qu'est-ce que ça sent, monsieur?
Un petit peu les œufs dans le vinaigre. Et vous, madame? Vinaigre, mais un peu de foin. Ou, on appelle ça les vaches, là, ils mangent de l'ensilage. D'accord. Est-ce que vous aimez cette odeur? Plus ou moins. Un petit peu. Ça me dit quelque chose. Donc, maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et constater qu'est-ce que vous avez senti. Ah, Mm. un fromage bleu. Oui, fromage bleu. Donc, madame a aimé l'odeur et monsieur, pas vraiment. Les goûts sont relatifs. Par la suite, un autre aliment que je vais vous faire circuler. Fermez les yeux. Santé, monsieur. Santé, madame. Ça sent sucré. Qu'est-ce que ça sent, monsieur? Tarte aux pommes. Tarte aux pommes, Ah, madame. oui, c'est vrai. Ouais, mot juste. Est-ce que vous aimez cette odeur? Oui. Oui. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Effectivement, c'était du jus de pomme. Donc, merci d'avoir assisté. L'odeur d'un aliment est bien entendu perçue par le nez. Vous l'avez sûrement vu dans la vidéo. En plus que l'odeur est quelque chose de relatif à chaque. Certaines personnes vont aimer le fromage bleu, tandis que d'autres vont le trouver répugnant. Cet arôme d'un aliment ou le parfum qui vient tous les caractériser est quelque chose de merveilleux. C'est comme un arc-en-ciel de couleurs, mais de senteurs. L'échelle d'appréciation varie selon chaque personne. Par exemple, comme je vous ai dit, certaines personnes vont aimer le fromage bleu, tandis que d'autres ne le tolèrent pas pantoute. Même si les odeurs sont relatives à chacun, on peut quand même classer les aliments selon leur nature chimique. Par exemple, par les alcools, les acides, les composés aromatiques et autres encore. Effectivement, on peut les classer selon leur composés organiques. Mais cette perception très variable selon les individus et les sociétés explique que les études qui tentent de catégoriser les odeurs soient controversées. Tels les résultats d'une recherche factorielle en 2013 qui réduit la liste de 144 combinaisons olfactives à seulement 10 odeurs de base. Certains parfums sont très éphémères, qui veut dire qu'ils ne durent pas très longtemps, et d'autres sont plus durables. Le système olfactif peut aussi faire ses preuves d'accoutumance. Dans le terme médical, on parle maintenant d'habitude. Certaines odeurs n'étant plus perçues après un certain temps, l'odeur est tellement importante qu'avant la mise en marché d'un produit, des scientifiques sont embauchés pour effectuer des tests d'odorat afin de satisfaire le consommateur de son produit qu'il va consommer. La perception de l'odeur se caractérise par son intensité, le plaisir de la perception et la tolérance des consommateurs. Pour l'odorat, nous avons seulement besoin de quelques molécules de substances volatiles en suspension dans l'air pour sentir la soupe qui est en train de mijoter dans la maison. L'homme possède plusieurs millions de cellules olfactives situées dans la cavité nasale qui vont capter les odeurs. Le nez de l'homme suffit pour reconnaître et enregistrer jusqu'à 10 000 odeurs différentes. Les cellules olfactives se prolongent jusqu'à la partie du cerveau appelée le système limbique. Siège comprend donc, ce siège, ça veut dire comprend la mémoire et aussi les émotions. On comprend donc que l'odeur et la mémoire sont intimement liées. Bien souvent, nous percevons des odeurs sans pouvoir les identifier, signe que nous n'avons pas développé le vocabulaire nécessaire pour les décrire. La raison est simple, la liaison entre l'odorat et le centre de langage dans le cerveau humain semble très faible. Malgré que certaines personnes n'ont pas bien de neurones, mais ça, on n'en parle pas. Donc maintenant, passons au goût. Mais tout d'abord, procédons à un test de goût, Petit-Lac. Un autre test de Oui. goût. Test numéro 2. Test de goût. Alors, vous pouvez fermer encore les yeux et je vais faire circuler des aliments que vous allez déguster. Vos mains, oh, juste ici. Goûtez. Dites-moi ce que vous goûtez. Amer. Le chocolat. Vous pouvez ouvrir les yeux. Effectivement, c'est du chocolat noir dont l'amertume est très élevée. Hein? On peut le constater.
pouvez le finir. Puis par la suite, je vais vous faire circuler d'autres aliments. Ne mangez pas le plastique, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous goûtez. Vinaigre sel. Je suis d'accord. Vous pouvez ouvrir les yeux et constater que effectivement, c'est des chips, sel et vinaigre. Maintenant, je vais vous faire passer le tout dernier échantillon. C'est un petit verre. Qu'est-ce que ça goûte et qu'est-ce que c'est? Sucré, pomme. Ça goûte définitivement les pommes. Vous pouvez ouvrir les yeux et effectivement, il ne reste plus rien dans vos verres, mais c'était du jus de pomme. Donc, nous avons fini le test numéro 2. Que les auditoires, Comme tantôt. comme l'auditoire, ne pourra pas voir, mais les... On vous invite quand même à aller le voir sur YouTube. Ou à citer. Ah non? Je peux la citer chez vous. Jamais. Allons-y. Bon. Donc, l'odorat et le goût sont deux partenaires étroitement solidaires qui se donnent la réplique. Ce que nous appelons communément saveur ou bien flaveur est en fait une combinaison de signaux provenant des papilles gustatives de notre langue et des cellules olfactives de notre nez, comme Lucilla l'a mentionné un petit peu plus tôt. Donc, on réalise combien notre odorat est essentiel pour apprécier la saveur de notre plat favori lorsqu'on est enrhumé. Soudain, ce qui est habituellement est si savoureux a perdu pratiquement toute sa saveur. Les sens tels que la vision, l'ouïe et le toucher réagissent à des stimulations externes telles que les ondes lumineuses et sonores, température et pression. L'odorat et le goût sont par contre des sens qu'on peut nommer des sens chimiques, éveillés par les substances chimiques qui nous entourent vraiment. Ensuite, les récepteurs du goût, appelés les bourgeons du goût, sont localisés dans les papilles. Dès qu'une substance se mélange à la salive, les cellules des papilles gustatives réagissent aux caractéristiques de cette nouvelle substance et envoient un message au cerveau. Les papilles définissent ainsi le goût de cette substance en référence à 5 saveurs primaires que vous savez peut-être. Premièrement, le sucré, salé, l'acidité, l'umami et l'amertume. Donc, très longtemps, les scientifiques ont cru que seules les 4 premières saveurs permettaient d'apprécier complètement un arôme, mais cette classification a été contestée et aujourd'hui, ils admettent que les goûts comme l'umami et le goût italique sont également des saveurs de référence. C'est quoi l'umami si vous ne le savez pas? L'umami est généralement associé au glutame de sodium à la base des plats orientaux. Le sucré, lui, est caractérisé par la richesse en glucides comme les pâtisseries. Le salé par l'abondance d'un aliment ayant du sel ou du NaCl. L'acidité par le bas taux de pH d'un aliment comme les agrumes, par exemple. L'amertume par des molécules telles que la caféine, la quinine. Et il existe d'autres termes ressemblant aux 5 saveurs, mais ils ne font pas partie de ceux-ci. Si on prend par exemple le piquant qui est présent lors de la consommation d'un produit, il y a activation des récepteurs de la douleur par certaines molécules constituantes. Si on pense par exemple à du tabasco. Cette sensation de brûlure il y a une sensation de brûlure dans la bouche, comme j'ai dit avec l'exemple du tabasco. La fraîcheur d'un aliment actif, pour sa part, les récepteurs, mais cette fois des récepteurs du froid dans la cavité buccale par liaison, des molécules également activées par le froid indolore. On va poursuivre. Une réaction endothermique peut aussi engendrer dans la bouche une sensation réelle de froid, comme lors de la dissolution de certains sucres. Et maintenant, parlons de la couleur d'un aliment. Ben, tout d'abord, la vue joue également un lien très essentiel dans l'appréciation d'un produit. Vous allez donc le constater dans notre test que nous allons projeter maintenant. Numéro 3, la couleur. Alors, vous avez besoin de garder vos yeux grands ouverts
Et je vais vous montrer deux aliments différents, mais pas différents. Est-ce que vous me suivez? Oui. La couleur va être pas pareille. Ok, on Je- parle pas. Vous montrer et vous allez me dire lequel ou lequel qui est plus attrayant. Pointez-moi le. Celui-là. Faire à manger, lui. Bon, normalement, toute personne normale aurait pointé cette banane-là. Pourquoi? Parce que la couleur noire nous a dit que c'est dangereux, c'est pas bon. On jette ça aux poubelles ou on le met dans un bon pain aux bananes et on va manger elle ici en collation. D'accord. C'était tout pour le test numéro 3. Vous avez donc... Wow! Oui. Impressionné, merci. Gênant. La coloration de l'aliment va amener une première impression du produit. Les végétaux sont de couleur verte à cause de la chlorophylle. Et si cette couleur est disparue, on va se dire, mais pourquoi ça a l'air à quelque chose que je ne veux pas manger? Cette couleur ne ressemble pas à ce que je voulais manger. Vous comprenez? Par exemple, une laitue vieille de, bon, 2 semaines, mais on va pas mettre 10 ans, là, parce qu'elle commence à être pas mal pesée, hein. Après 2 semaines, elle commence à être verte-brun, hein? Kaki. Voilà. Est-ce que vous voudriez la manger? Ouais. Faire une soupe, ça dérange pas. Bon, les gens normaux diraient non. Dans une salade, non, on ne veut pas manger de la laitue brune. On veut manger une bonne laitue verte. Avec de la chlorophylle qui est contenue dans les cellules des végétaux. D'ailleurs, dès 1500 avant Jésus-Christ, l'homme utilisait déjà des extraits naturels qui ajoutaient dans les aliments pour améliorer l'apparence des produits. Donc, ce n'est pas nouveau qu'aujourd'hui, on utilise par exemple des colorants alimentaires pour peaufiner nos aliments. Il existe également plusieurs types de colorants alimentaires autorisés en alimentation, tels que les produits naturels, colorants naturels, comme j'ai dit, le vert de la chlorophylle, les colorants dérivés des colorants naturels, par la suite les colorants des synthèses fabriquées par l'industrie chimique qui comprennent les colorants indiques naturels, les colorants artificiels, comme qu'on les connaît en petites gouttes, là. On s'amusait à faire ça avec la pâte à modeler, on mettait du colorant. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de la couleur? C'est la première apparence. C'est qu'est-ce qui nous donne le goût de consommer l'aliment. Donc maintenant, pour finir les propriétés des aliments, nous allons procéder avec la texture, mais encore une fois, on va procéder à une petite activité. Donc, allons-y. Test numéro 4, la texture. Vous allez donc fermer vos yeux. Je vais mettre chacun leur tour les aliments dans vos mains. Donc, monsieur tout d'abord. Vous allez me décrire à tour de rôle la texture que vous sentez dans vos mains. Donc, la texture dans ma main droite est plus lisse et rugueuse dans la main gauche. Wow! Maintenant, pour vous, madame. Ah, je dirais la même chose. Dans ma droite, texture lisse, main gauche, rugueuse. Avez-vous une petite idée de qu'est-ce que vous aviez dans vos mains? Non. Non, pas vraiment. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et constater que c'était une mangue et un avocat. Et c'est comme ça que le test numéro 4 se termine. Comme vous avez pu constater, la texture est importante lorsque l'on prend le temps d'apprécier la nourriture que l'on consomme. La texture évolue Évolue tout le temps. Oui, évolue tout le temps, hein, et la texture évolue de manière différente selon les types d'aliments. C'est ce que je voulais dire, notamment en termes de rapidité, mais aussi de détérioration, et cet aspect influe fortement sur les conditions de leur mise sur le marché et de leur retrait passé un certain temps. Si on prend l'exemple de Petit Lat tantôt avec son exemple de salade fraîche, si la salade fraîche et croquante est vraiment plus appétissante que la salade qui est amollie et qui est d'une couleur brunâtre. Vous comprenez? Donc, on l'enlève du marché lorsqu'elle est brunâtre parce que les consommateurs n'ont pas besoin de ça, mais madame ici, elle voulait faire une soupe avec, elle peut l'acheter si elle veut. C'est très bon. Donc, on fait une annonce générale. Si vous avez des laitues pas bonnes, vous pouvez les laisser Je chez vais vous. vendre ici à madame Vernier. Ici.
Donc, si vous ne le saviez pas, on peut modifier la texture d'un aliment par la cuisson. Et oui, par exemple, la cuisson d'un morceau de viande. La texture est la manifestation sensible et fonctionnelle des propriétés structurales et mécaniques et des aliments détectés par le sens de la vision, mais aussi du toucher. Maintenant, nous allons aborder un nouveau terme. Oui. Les agents de la conservation. Petit jeu de mots. Les agents ici, un agent de sécurité de la conservation des aliments. Oui. Oh, oh, oh! Donc, un conservateur alimentaire est une matière qui est ajoutée aux aliments pour améliorer leur conservation. Il peut être présent sous plusieurs aspects ou plusieurs techniques qu'on va vous présenter. Tout d'abord, commençons par la technique en phase liquide. Donc, en phase liquide, on a la conservation dans l'alcool qu'on voit ici. On a pris une petite bouteille de vodka, mais c'est ça. Donc, les qualités, le mot est difficile, mais c'est organoleptique, originelle, c'est-à-dire la texture, le goût, la couleur originale du produit, et les vitamines sont perdues comme pour les fruits confits. Cette méthode est utilisée surtout pour les fruits. Sinon, il y a la conservation dans les milieux acides. On a mis comme exemple le vinaigre. Et l'acidité modifie l'apparence, veut pas, la texture, diminue aussi le goût, mais augmente le nombre de vitamines. Par exemple, si on pense aux cornichons, aux oignons aussi, aux oignons dans le vinaigre, auxquels nous pouvons ajouter des colorants utiles pour en relever la saveur et l'apparence. Pourquoi? Ensuite, il y a la conservation dans l'huile. On peut penser aux tomates séchées dans l'huile. Donc, aussi, il y a la conservation dans l'eau de chaud. Ici, une petite photo de l'eau de chaud pour eux qui ne le savent pas. Ça empêche la pénétration des micro-organismes quand on utilise dans l'enrobage des aliments. Et oui, Thomas ici ne voulait pas dire l'eau de chaude, mais juste de la chaude, parce qu'on rajoute de l'eau pour faire de l'eau de chaude. C'est Oui, correct, pardon. Thomas. Mais on parle de l'eau de chaud en phase liquide. Là. Comme on vous a dit, Thomas il est juste en tremplin d'air. On lui a demandé beaucoup. Oui, ils m'ont demandé beaucoup de travail pour quelqu'un qui est moins scientifique. Hein? Oui. Pour ma part, je vais vous parler en phase solide. En phase solide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout d'abord la conservation dans la graisse, juste ici, pour empêcher la pénétration des micro-organismes. Par la suite, le sel. Le sel sec. Le sel sec, ou la saumure, ou l'utilisation du salpêtre, va venir durcir, enrober et aussi saler les aliments pour augmenter leur qualité et leur durée de vie. Cette technique qui permet de diminuer l'activité de l'eau est utilisée surtout dans les poissons et les viandes. Par la suite, conservation par le sucre. Donc, le sucre est très hygroscopique, qui veut dire quelque chose de très gros. Il ne permet pas aux bactéries de se développer. Cette méthode est utilisée surtout pour les fruits, par exemple les confitures ou les sirops. Maintenant, en phase gazeuse, hein? Il y a le fumage et le séchage qui permettent de sécher les aliments et les composés chimiques, en phase solide mais volatile, dans la fumée qui joue vraiment un rôle d'antiseptique. En plus de la déshydratation, le séchage introduit des composés chimiques inhibant les micro-organismes. De plus, ces méthodes privent vraiment les micro-organismes de l'eau, ralentissent alors leur développement. Cette technique plutôt est utilisée pour les poissons, les viandes, les substances minérales et organiques. Il y a aussi le colorant nitrite et nitrate, acide sorbique et dicarbonate de diéthyle, qui est présent dans les boissons. Oui, ce sont des substances chimiques. Oui. Maintenant, passons à la conservation sous vide. Donc, ou sous atmosphère protectrice d'azote. Ça, c'est pour les personnes amateurs de sciences. Oui. La mise sous vide réduit la quantité d'air, donc d'action de l'oxygène sur l'aliment. Et donc, va donc prolonger la durée de vie de l'aliment. Maintenant, la conservation par chaleur. Il y a premièrement la pasteurisation, utilisée pour le lait, comme vous
vous avez sûrement déjà entendu parler, mais aussi pour la bière, les semi-conserves et aussi une technique, cette technique, comment on pourrait dire, consiste à soumettre les aliments à une température très haute, située entre 65 à 100 degrés Celsius, et à le refroidir brutalement. La stérilisation est également un autre moyen de conservation par chaleur. Une petite image ici d'un pot maçon. Merci Thomas. On va dire, on va mettre l'aliment dans le pot maçon ou dans un bocal à une température supérieure à 100 degrés, soit plus supérieure que la pasteurisation. Cette technique est destinée à réduire et à détruire toute germe microbien. Ensuite, il y a la conservation par le froid. Hein? Vous savez c'est quoi? Frigidaire et aussi réfrigérateur plutôt et aussi congélateur. Donc, la conservation par le froid, c'est le traitement par le froid qui permet de ralentir, voire même arrêter la prolifération et l'action des micro-organismes, qui permettant ainsi de conserver l'aliment pendant une période plus ou moins longue. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, il y a la réfrigération, qui est l'abaissement de la température, on met ça à peu près entre 4 et 8 degrés Celsius, qui diminue vraiment l'action des bactéries et des enzymes présents dans les aliments. Elle permet une conservation de 4 à 10 jours. Il y a aussi la congélation, qui consiste à aussi abaisser la température de l'aliment et la maintenir en dessous, par exemple, de la température de fusion de la glace. Si la vitesse de refroidissement est rapide, peu de cristaux de glace se développeront et les tissus cellulaires sont maintenus. Elle permet aussi de consommer les aliments plusieurs années après le début de la congélation. Celle-ci est interrompue. Maintenant, passons à un autre aspect de notre communication, soit des microbes plein la bouche. Parce que, oui, quand vous mangez, vous allez gérer des microbes. Oui. Mais est-ce que microbe veut dire bonne ou mauvaise chose? Il y a des bons microbes et des mauvais. Pour vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Il y aurait des bons et des mauvais microbes. Ouais. Les deux? Ouais. Qu'est-ce qui différencie les deux, selon vous? Qu'est-ce que tu penses, toi? Ben, nous allons vous l'expliquer. On va Hein? l'expliquer. On va vous l'expliquer. D'abord, Je pense que ça va bien la donner pour Oui. tout le monde. Donc, quand on dit bactéries, cela fait peur à plusieurs personnes. Hein? On ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça, car ils font partie de la famille des microbes, tout comme les levures, par exemple, mais pourtant, elles sont essentielles à notre survie. Puis vous le savez-tu? Oui, Oui, ben moi je ne le savais pas avant qu'on en parle, maintenant je le sais. Hein? Donc, pourtant, les microbes ne sont pas tous nocifs pour la santé. Ainsi, les microbes sont utilisés pour la fabrication d'aliments comme la bière ou bien le pain, mais aussi dans les biotechnologies comme le yogourt, par exemple. Donc, non seulement les bactéries sont indispensables à la vie, car les bactéries fertilisent les sols et permettent le développement des végétaux, indispensables à notre vie, et elles sont à l'origine de la vie. Les bactéries et les levures ont deux effets sur les aliments. Premièrement, l'altération des aliments, c'est-à-dire les microbes dégradent les aliments, ils altèrent le goût, l'odeur, l'aspect en somme, la qualité marchande du produit. Et il y a aussi les maladies alimentaires, c'est-à-dire les microbes dangereux, dits pathogènes, qui se développent dans les aliments, entraînant les intoxications ou infections alimentaires. donc bref, oui, il y a des bons microbes et des mauvais microbes. Les bons microbes, c'est eux qu'on veut garder dans les aliments. Les mauvais, c'est eux qu'on veut, bien entendu, les éliminer des aliments. Maintenant, je vais vous parler des bactéries plus précisément. Donc, il y a les bactéries lactiques du yogourt, qui sont un exemple où le lait additionné de ferments lactiques va venir coaguler et, bien entendu, faire du yogourt. Celle-ci hydrolyse le sucre du lait, je vous parle bien entendu des bactéries lactiques, le lactose libérant dans le milieu acide lactique. Le lait est ainsi acidifié et ses protéines se précipitent à un pH très bas, formant ce qu'on appelle le caillé.
la fabrication du caillé et la maturation du fromage sont dues aux bactéries. Le caillage est provoqué par l'addition de bactéries lactiques ou parfois d'enzymes qui font coaguler les protéines du lait. La maturation du fromage est causée par certaines bactéries sélectionnées qui viennent donc donner des arômes différents à des fromages. Par exemple, c'est les bactéries propioniques, oui, qui sont responsables des trous dans le gruyère. Ce sont les moisissures cependant, les moisissures ont un rôle très important dans les aliments. On va, par exemple, donner le bleu au Roquefort, qui est une sorte de fromage, le Penicillium camemberti, excusez mon accent non italien, donne le duvet blanc du camembert. Ça, c'est une petite couche de moisissure autour, mais très comestible et très bon d'ailleurs. Il y a des bactéries acétobactères, excusez encore, qui sont ajoutées au vin fermentant l'alcool en acide acétique pour donner ce qui deviendra du vinaigre. Dans les saucissons, on peut remarquer des saucissons sèches qui, eux, vont venir, les bactéries, attaquer les protéines et vont venir coaguler les protéines pour qu'ils deviennent compacts, d'où vient cette sensation de opaque quand on mange le saucisson sec. De plus, nous allons vous faire une démonstration encore plus sur vidéo, dans la partie qui va suivre, d'un fromage bleu versus un fromage à croûte. Et puis, on va faire une démonstration de comment faire ce fromage. Ceci pourrait vous plaire. Restez à l'écoute. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de faire du fromage en direct de chez moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Très bonne question. J'ai mis 4 litres de lait, soit 3,25% lait de vache. Pourquoi 3,25? Parce qu'il y a plus de pourcentage de gras. On peut le faire aussi sans lactose, on peut le faire avec du lait de vache, comme je l'ai fait, avec du lait de chèvre. Et autre encore, soyons innovateurs. Par la suite, ce qui a fait que tout ça s'est caillé, eh bien, j'ai ajouté de l'acide acétique. Une fois le seuil de température atteint, soit 85 à 90 degrés Celsius, on met le couvert et on attend 10 minutes. 10 minutes plus tard d'attente. Nous ouvrons le chaudron et vous voyez plein de petits motons. Ça a été coagulé. On va donc le mettre dans la passoire. Comme ceci. Puis là, on va attendre 15 minutes de temps pour que tout cela s'égoutte. On va mettre un peu de sel comme ceci. Et le tour est joué. Vous pouvez soit le mouler ou le consommer tout de suite avec du miel ou encore des petits fruits séchés. C'était tout pour le fromage. Et vous, l'auditoire, restez avec nous. Hein? Restez avec nous ici présent. Ting! Que veut-on dire par yogourt probiotique? Les probiotiques sont des micro-organismes qui sont vivants, qui améliorent l'équilibre microbien de l'intestin. Et que veut-on dire par prébiotique plutôt? Ce sont plutôt des ingrédients alimentaires non digestibles par l'intestin, qui vont favoriser le développement des bactéries bénéfiques du système digestif. Donc, les levures. Une levure, c'est un champignon unicellulaire apte à provoquer la fermentation des matières organiques animales ou bien végétales. Les levures sont employées pour la fabrication du vin, par exemple, de la bière, des alcools industriels, des pâtes levées et d'antibiotiques. Les levures ingèrent les glucides pour digérer du dioxyde de carbone, mais il existe d'autres types de levures comme la poudre à lever, qui est également une levure alimentaire qui est constituée d'agents basiques
d'acides et stabilisants, contrairement à la levure de boulanger, dont l'action dépend des micro-organismes vivants. La levure chimique fait seulement intervenir des réactions chimiques de type acide-base tant que la poudre reste sèche. La réaction ne démarrera pas, mais lorsqu'elle est humidifiée, l'acide réagit avec le bicarbonate de sodium et donc il y a un dégagement de dioxyde de carbone qui se produit, ce qui fait gonfler la pâte. Maintenant, nous allons aborder le dernier thème que nous voulions aborder, soit la gastronomie moléculaire. Vous aviez très hâte, n'est-ce pas? Oui! Donc, qu'est-ce que c'est la gastronomie moléculaire? Selon vous? Qu'est-ce que c'est? C'est la cuisine avec des molécules. Selon vous? Merci de votre participation. C'est cuisiner avec des molécules. Ou comme l'azote, des affaires de même. Eh bien, c'est Thomas qui va répondre à ça. Oui, donc la gastronomie moléculaire est une branche particulière de la science des aliments. Donc, son développement est important et la gastronomie moléculaire a un intérêt industriel vis-à-vis de la commercialisation des plats préparés et de l'agroalimentaire. Si on prend l'exemple d'un œuf pétillant qui est fréquemment utilisé dans l'industrie alimentaire. Chacun sait que l'œuf peut être à l'origine d'intoxication alimentaire à la salmonella. Donc, l'OMS indique qu'en Europe, la consommation d'œufs infectés, crus ou bien mal cuits est responsable de 40% des cas de salmonellose. Donc, les risques de contamination semblent donc assez importants. Dans ce cas, les études de la gastronomie moléculaire sont appliquées en mettant en jeu, par exemple, la chimie des aliments, la biochimie, la physique et la microbiologie alimentaire pour assurer la salubrité des produits de l'industrie agroalimentaire. D'autre part, certaines protéines alimentaires ont des propriétés allergisantes. Il est donc indispensable de pouvoir substituer certains aliments dans les recettes. Par exemple, l'œuf, on va reprendre l'exemple de l'œuf. L'œuf est un aliment vraiment intéressant au niveau physiochimique. Il présente un pouvoir émulsifiant, moussant, mais aussi coagulant, qui peuvent être remplacés par l'agar-agar, qui est utilisé en gastronomie, en cuisine moléculaire plutôt, qui est un gélifiant végétal, substance mucilagineuse, pardon pour le mot qui est assez compliqué, qui est extraite de certaines algues rouges car il présente des propriétés comparables. Donc, la gastronomie moléculaire permet de chercher des substituts adéquats à partir de l'étude des propriétés physiochimiques des aliments. Donc, en cuisine, la première application des résultats gastronomiques moléculaires a été la cuisine moléculaire. Qu'est-ce que vous m'avez dit tantôt comme réponse? C'était plus la cuisine moléculaire. Aujourd'hui, on la compare beaucoup et on se trompe beaucoup avec la gastronomie moléculaire, mais c'est deux aspects complètement différents. Qu'est-ce que la cuisine moléculaire? C'est justement de cuisiner avec des ustensiles rénovés tels que l'azote liquide, des siphons, des évaporateurs rotatifs, des filtres à filtrer, des circulateurs et autres encore. Des instruments, bref, de laboratoire. Pour désigner la cuisine moléculaire, divers cuisiniers ont proposé d'autres appellations sans changer le contenu de la chose. La gastronomie moléculaire a de nombreuses applications, soit dans l'enseignement de la pratique culinaire, soit dans sa pratique. Notamment, la gastronomie moléculaire a modélisé les réactions chimiques spécifiques à la cuisine. Ainsi, des divers phénomènes physiques interviennent avec l'émulsion, la soluculation, oui, effectivement, la cuisson à cœur, la conversion, les effets tensioactifs et autres encore. Des phénomènes, bref, de l'ordre de la science. Depuis sa création, de plus en plus de laboratoires gastronomiques moléculaires sont créés dans le monde entier, du Liban aux États-Unis, de la Finlande en Irlande, du Canada en Chine.
Maintenant, mixologie moléculaire. C'est quoi cette bébête-là? Eh bien, ça fait partie de la cuisine moléculaire, un sous-thème de la cuisine moléculaire. Elle vient jouer avec les parfums, les arômes, les textures et le visuel des aliments. Cette pratique requiert de grandes compétences et de facultés accordées à des produits en connaissant parfaitement leur goût, leur texture, les différentes déclinaisons possibles. On va donc créer un nouveau produit avec notre connaissance sur les aliments. On va être en mesure de repenser un classique fait à partir de base cette nouvelle art. Par exemple, on peut comparer le barman au mixologue. Le barman, lui, va reposer sur son aptitude à élaborer des cocktails classiques. Il ne va pas essayer de, justement, plus innover des cocktails et faire quelque chose de spectaculaire. La mixologie utilise différentes techniques et sciences, comme je vous l'ai dit, pour la cuisine moléculaire, mais c'est la même affaire pour la mixologie. Et donc, on va concorder les connaissances culinaires avec nos facultés en sciences. On va mixer, on va fabriquer, on va s'amuser à confectionner des nouveaux produits. C'est qu'est-ce qui fait cet art. L'objectif est d'aller toujours plus loin dans la recherche de nouvelles sensations en modifiant, comme je vous ai dit, la texture, la forme et le goût du produit initial utilisé pour élaborer des cocktails. On pourra utiliser dans ce cas des procédés faisant appel à des substances telles que l'azote liquide pour faire un petit peu de vapeur, du dioxyde de carbone pour faire du pétillant, des enzymes ou bien même des hydrocolloïdes qui vont venir donner une couleur ou même une nouvelle sensation au produit. On pourra disposer de cocktails prenant l'aspect de glace, de guimauve ou de ravioles. Quelque chose que nous pourrions bien davantage exploiter, bien entendu, mais toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? Oh. Et voilà. Donc, pour conclure, vous avez, avec ou contre votre gré, vous êtes devenu plus instruit, on peut dire, sur le sujet, même si vous l'étiez déjà un petit peu, sur la science derrière vos aliments. Maintenant que vous avez des connaissances plus vastes sur le sujet, vous savez maintenant que l'alimentation est sans cesse en développement, et ce depuis l'apparition de l'homme sur Terre, et que la première raison est due au développement de nouvelles technologies. Vous savez maintenant la différence entre l'odeur, le goût, la couleur et la texture d'un aliment. Vous savez maintenant que les microbes ne sont pas toujours signes de « Oups là, il faudrait que j'aille à l'hôpital ». Et non, ils peuvent aussi être bons signes, comme aujourd'hui, je me suis régalée de microbes. Ça m'étonnerait que quelqu'un dise ça, mais c'est pas grave, on peut avoir quand même la pensée. Et puis finalement, sur la gastronomie moléculaire ou la cuisine et la mixologie, qui est devenue un art. Vous aviez sûrement remarqué que nous avions seulement effleuré le sujet. Il reste beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait aborder sur la science alimentaire, que nous pourrions parler pendant des heures, mais on va se limiter à Quelques minutes de plaisir. Oui. Avez-vous des questions? Allez-y. J'ai rien compris. De vrai? Est-ce que c'était des mots trop compliqués? C'est sûr que les termes sont Pouvez-vous me définir, il y avait un mot, là, flocalisation. flavonoïde. C'était dans quel... Dans... C'est un procédé justement dans la C'est cuisine pas les moléculaire. gros que flocculation, c'est coagulation. Coagulation des protéines? Ouais. Ou des... Ouais. Donc, c'est ça. Comme monsieur nous a éclairé sur le mot que vous vouliez définir, à vrai dire, c'est les enzymes qui vont venir attaquer vraiment les protéines dans l'aliment pour venir coaguler l'aliment. Ça répond à votre question, Oh, oui. Sinon, allez chercher sur Internet.
Wikipédia ou les internets, oui. Oui, sur C'est les Internet. Internets. Oui, effectivement. Donc, Petula et moi, on espère vraiment qu'on vous a davantage informé sur les produits alimentaires que vous consommez tous les jours. Hein? Oui, Oui. de vous avoir sensibilisé. Merci d'être venu. Merci Merci beaucoup. aux personnes Sur YouTube. Merci de nous avoir Merci écoutés. beaucoup. Merci. Et on Au se revoir. revoit. On se revoit. Au revoir. Au revoir. Il y a pas mal, c'est gênant. J'ai un petit peu. Hey, là,